Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 7 avril 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. J'ai vu dans les commentaires hier que certains m'avaient fait remonter des soucis de son sur le briefing d'hier. Donc, je vais tenter d'y remédier. J'ai remarqué que cela venait du logiciel que j'utilisais lorsque j'étais dans les locaux de DailyFX. J'enregistre mes émissions sur deux PC, chez moi sur mon PC perso lorsque je suis en télétravail et une fois par semaine dans les locaux de DailyFX. Donc apparemment, le souci de son provient du logiciel que j'utilise, donc je vais remédier à ce problème et faire en sorte d'utiliser un autre logiciel pour vous permettre d'avoir une écoute plus agréable de ce briefing. Alors, après les minutes de la Fed hier, nous avons aujourd'hui les minutes de la BCE à 13h30. Globalement, ce qu'il faut retenir des annonces de la Fed hier, c'est une politique monétaire agressive pour 2022, très clairement. Donc forcément, les marchés n'ont pas tellement apprécié cette démarche, même si depuis maintenant plusieurs semaines, on s'attend à ce que la Fed hausse le ton, puisque les marchés anticipent quand même entre 7 et 8 hausses de taux en 2022. Euh, Néanmoins, on a eu quand même un peu plus d'indications sur la feuille de route pour 2022 et le projet aussi de la Fed de réduire progressivement son bilan, pour rappel. Donc, d'après les minutes de la Fed, les responsables sont globalement convenu de réduire de 95 milliards de dollars mensuels le bilan de la Banque centrale sur une période de 3 mois ou légèrement plus. Effectivement, la perspective d'une politique plus agressive de la Fed avait déjà secoué les marchés en début d'année, pesant forcément lourdement sur les grandes valeurs technologiques, plus sensibles, comme vous le savez maintenant, à la hausse du rendement des bons du Trésor américain qui ont continué de grimper cette semaine. On avait fait le point en début de semaine dans la partie macro, puisque les rendements à 10 ans avaient inscrit de nouveaux records annuels. En plus, ce climat d'inquiétude a été alimenté par la guerre en Ukraine, notamment pour son effet inflationniste sur les prix des matières premières. Donc là, très clairement, la Fed accorde la priorité absolue à la lutte contre l'inflation. Ce matin, en Europe, on reprend un peu de hauteur. On a eu une belle séance de baisse hier. La hausse, notamment des valeurs défensives permettant aux principaux indices de reprendre une partie du terrain cédé la veille, même si les inquiétudes liées aux politiques monétaires et au conflit en Ukraine sont quand même loin d'avoir disparu. Effectivement, dans les minutes de la Fed, il y a une préoccupation croissante des dirigeants face à l'inflation et montre finalement que seule la guerre en Ukraine les a empêchés d'annoncer une hausse d'un demi-point le mois dernier. Effectivement, si on n'avait pas eu ce conflit, cette guerre en Ukraine fin février, la Fed aurait très clairement procédé à une hausse de taux de 50 points de base. Maintenant, on fera le point dans la partie macro, car les opérateurs anticipent pour la prochaine réunion du 3 et 4 mai une hausse justement de taux de 50 points de base. Donc on fera le point juste après. Mais très clairement, on avait déjà eu les propos de la gouverneure de la Fed hier, Lael Brenner, qui s'était montré très hawkish. Et là, le compte-rendu des minutes de la Fed va dans ce sens-là lui aussi. Donc très clairement, on peut s'attendre à ce que la Fed hausse le ton et se montre assez agressive dans les prochains mois concernant le resserrement monétaire. Maintenant, les investisseurs attendent à 13h30 le compte-rendu de la réunion de mars de la Banque centrale européenne qui pourrait leur fournir, pareil, de nouvelles indications sur les attentions de celle-ci en matière de resserrement de politique monétaire.
Pour rappel, la BCE ne prévoyait pas d'augmenter ses taux en 2022, mais comme on a pu le voir au cours des derniers jours et des dernières semaines, l'inflation en zone euro a complètement explosé et est hors de contrôle, très clairement. Donc forcément, on a complètement dépassé les attentes de la BCE. Là, pareil, à mon avis, la BCE va devoir ajuster le tir. Donc, pareil, on pourrait avoir de nouveaux éléments et celle-ci pourrait potentiellement confirmer avec cette fois-ci une certaine assurance une hausse de taux pour 2022. Au moins, je ne parle pas de deux hausses de taux, mais au moins confirmer une première hausse de taux. Pour rappel, avant le conflit en Ukraine, les marchés tablaient quand même déjà sur une première hausse de taux entre septembre et décembre 2022. Là, l'inflation s'est envolée très clairement, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, même en zone euro. Donc forcément, on peut s'attendre pareil à un discours assez hawkish, je dirais en tout cas de la BCE, pour pareil juguler l'inflation pour que celle-ci, pour limiter l'impact de celle-ci, en tout cas, sur le portefeuille des ménages et des consommateurs. Bien entendu, les opérateurs surveilleront aussi d'éventuelles décisions de l'Union européenne sur les nouvelles sanctions en préparation contre Moscou, suite au crime de guerre lié à la ville de Boutcha. Faisons le point maintenant dans la partie macro avec les anticipations de la part des investisseurs sur la politique monétaire à venir de la Fed, que ce soit sur les hausses de taux. Donc, on a eu une feuille de route assez claire, ce qui explique d'un autre côté pourquoi on a eu un déclin des actions américaines hier. Donc, très clairement, la Fed a annoncé une feuille de route pour réduire son bilan, à savoir 95 milliards de dollars par mois, des hausses de taux d'intérêt plus substantielles, ça aussi, très clairement, et le marché prévoit, comme vous pouvez le voir ici, que le resserrement monétaire de la Fed sera le plus important depuis près de 3 décennies. Il faut quand même remonter dans les années 1994 pour avoir un resserrement monétaire aussi agressif. Donc là, on est toujours sur des opérateurs qui tablent sur 7 voire même 8 hausses de taux au total en 2022. Ça me paraît toujours énorme. Le sentiment qu'on va assister un peu comme en 2018, où les marchés avaient encaissé une deuxième hausse de taux, une première, une deuxième, une troisième, et la quatrième avait fait perdre pied au marché. Donc pour l'instant, les marchés ont quand même compris finalement que l'inflation était un problème et que la Fed accordait une priorité absolue pour lutter contre celle-ci. Et certains estiment très clairement que pour lutter face à l'inflation, elle autorisera un marché baissier. Effectivement, en consultant le compte-rendu de la dernière réunion de la banque, certains experts estiment qu'en lisant un peu entre les lignes, la Fed est prête, ce qui peut être assez étonnant, à accepter un marché baissier dans une certaine limite, je pense, pour faire face à l'inflation. Ça, c'est quand même une nouveauté à prendre en compte de la part de la Fed. Maintenant, le marché direct a réagi aussi, comme je vous le disais, et prévoit une hausse de taux de 50 points de base pour la prochaine réunion. Donc, quand même pricé aux alentours de quasiment 80%. C'est quand même pas rien. Donc là, pareil, très clairement, on avait des signaux avant-coureurs de la part des gouverneurs et des responsables de la Fed cette semaine qui étaient sortis du bois pour dire bon, on est quand même sur des niveaux d'inflation assez élevés, il faut contrôler cette inflation, il faut adopter une politique monétaire assez hawkish,
resserrement monétaire, hausse de taux, réduction du bilan. Le compte-rendu de la Fed a confirmé déjà ce qu'avaient dit les membres ou les gouverneurs, et derrière, réaction du marché assez immédiate, puisque les Fed Funds maintenant anticipent très clairement une hausse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion. Donc maintenant, ça semble être un élément pricé par les marchés. En tout cas, c'est ce qui est, ça semble être le cas. Maintenant, reste à savoir, lors de la date butoir, quand on va procéder à une hausse de 50 points de base, comment, encore une fois, vont réagir les marchés à chaud. Ici, c'est la corrélation du BTC avec le marché action. Et très clairement, la corrélation n'a jamais été aussi forte que maintenant avec le marché action. Autant les autres années, on avait une corrélation assez faible, globalement autour des 0,2. Là, on a quand même atteint un niveau assez important. Vous voyez, c'est l'indice S&P. On a une corrélation au niveau plus haut, en tout cas, de 0,55. Effectivement, c'est un peu dommage que le BTC et l'Ethereum soient corrélés au marché action, étant donné que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin suite à la crise financière de 2008. Et donc, le BTC a quand même été inventé pour s'émanciper de la finance traditionnelle. Et donc, c'est un peu le comble de voir qu'au final, le BTC est corrélé à une corrélation positive au marché traditionnel. Et là, on enregistre quand même un nouveau plus haut. Une corrélation, elle n'est pas de 1 pour 1, mais de 0,55, ce qui est quand même important et un élément à ne pas négliger. Et effectivement, on a pu le voir hier, les annonces de la Fed, encore une fois, ont impacté les crypto-monnaies. On a eu une prise de bénéfices, une correction sur les gros niveaux de support, mais très clairement, le BTC reste impacté par les décisions monétaires des banquiers centraux et aussi par l'évolution du dollar à moyen long terme. Mais globalement, c'est ici qu'on a eu le point de départ. C'est ici qu'on a eu le crack lié au Covid et derrière les injections massives de liquidités de la part des banquiers centraux. En parallèle, on avait une envolée des cryptos, le dollar s'était effondré en 2020, l'euro avait bien progressé, donc belle envolée des cryptos. Là, au contraire, on a un Bitcoin qui, depuis novembre 2021, cède du terrain et l'euro qui est en pleine dégringolade, donc un dollar qui se renforce. Donc, deux choses à noter. La corrélation liée depuis, une forte corrélation liée depuis le crack du Covid en 2020. Les injections massives de liquidités de la part des banquiers centraux, 10 000 milliards, pour rappel, hein, c'est la plus, comment dire, c'est du jamais vu dans l'histoire. On n'a jamais eu autant de liquidités déversées sur les marchés financiers, donc un record. Donc forcément impacté par la politique monétaire de la Fed et aussi par l'évolution du dollar sur les cycles de moyen long terme. Mais encore une fois, effectivement, à la base, lors de la création du BTC, on n'était pas censé avoir, du moins je pense, le créateur où les créateurs ne pensaient pas que le BTC aurait une corrélation aussi importante que ça par rapport au marché action, puisque le but, c'était un peu de trouver un échappatoire ou une autre solution que proposait la finance traditionnelle. Concernant la partie technique, bon, on a fait une belle correction hier. Le bas de range a cédé. J'espère que certains d'entre vous ont profité en tout cas de cette chute pour prendre des bénéfices. Effectivement, je vise toujours les 6415, 6380. On a quand même eu une belle baisse. Globalement, le plan était quand même plutôt vendeur tout au long de la semaine dernière et même cette semaine. Pour moi, je cherchais des achats sur repli, sur gros niveau de support ou cassure de cette zone.
Là, on commençait à patiner, on avait du mal. Bon, derrière, c'est chose faite, grosse correction. Maintenant, on est sur un niveau clé. On est sur l'ancienne borne basse du range qui a cédé, donc pareil, très intéressé pour chercher des achats ici. Voilà, c'est une zone qui m'intéresse pour reprendre les achats. Et deuxième élément pour reprendre les achats, la cassure des 50%. Voilà. Effectivement, si on break les 50, je serais de nouveau intéressé pour aller chercher 100 points plus haut. Mais là, actuellement, je suis sur la défensive et je n'exclus pas finalement un pullback pour aller chercher un peu plus bas. Donc hier, on avait abaissé le stop, justement. Donc là, prenez des bénéfices. En tout cas, j'espère que vous avez quand même pris des bénéfices. Celles et ceux qui sont encore vendeurs, eh bien pareil, de nouveau, diminuer le stop. Je pense par ici. Et là, on se situe un peu à la croisée des chemins. Voilà, on a cassé le niveau de support, on tente de le reprendre. Bon, à confirmer en clôture, mais si pareil, on clôture sous ce niveau, je viserai quand même toujours le gap. Et une correction, voilà, rebond technique pour viser en dernière étape, dernier objectif, ce niveau, 6415, 6380. Là, pour l'heure, c'est un peu hésitant. Voilà, on a la bougie horaire qui tente de réintégrer le range. Bon, je me montre prudent, pas envie d'être acheteur. On est peut-être dans un simple rebond technique. C'est aussi possible. Je pense que diminuer le stop et le mettre au-dessus des 50, c'est pas mal pour les vendeurs. Je ne repasserai pas acheteur là maintenant, très clairement. Et j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Là, je garde toujours en place le plan vendeur. Si clôture daily au-dessus de ce niveau, bon, je pense qu'il faudra déboucler la position vendeuse, prendre la totalité de ses bénéfices et potentiellement envisager des achats. Pour l'heure, je reste dans un principe de rebond technique. On est sur bas de range. La bougie peut très bien retomber et par conséquent avoir une nouvelle jambe de baisse ici. 6415, 6370. Voilà, ce serait la zone idéale pour prendre un TP final. Et chercher de nouveau des achats. Effectivement, TP final, zone d'achat très importante qui m'intéresse pour de nouveau, pour se repositionner en tout cas à l'achat. Donc une belle zone. Pour l'heure, on se trouve un peu à la croisée des chemins. J'attends la clôture daily pour confirmer la réintégration de range. Si celle-ci, enfin, du moins si les prix sont maintenus en échec et qu'on clôture sous le range, je garderai le plan vendeur pour viser une nouvelle jambe de baisse. Le DAX, c'est la même chose. Voilà. Si on bascule en données daily, j'espère quand même que certains ont pris des bénéfices parce que bon, la bougie était quand même belle. C'est important de se payer, mais il y a un petit trou d'air. On n'est pas venu le combler complètement, ce gap. Vous voyez, on s'est arrêté ici sur le plaquis de jaune, mais voilà, il manque pas grand-chose. On pourrait retomber un peu plus bas, 13 900, 14 000. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, on a le bas de range qui fait office maintenant de résistance, juste ici. Voilà. Donc, pareil, si on clôture au-dessus, comme sur le CAC, bon, je réajusterai ma feuille de route et je pense qu'il faudra peut-être déboucler sa position vendeuse pour potentiellement revendre un peu plus haut. En revanche, comme pour le CAC, encore une fois, si on clôture sous cette zone, je reste dans le plan vendeur pour aller chercher un peu plus bas. Je pense qu'on peut prendre ces 250 points, venir combler le gap, pourquoi pas prendre appui sur les 13 900. En tout cas, on a une belle zone ici qui m'intéresse pour le coup pour chercher des achats. Si on bascule en données 4 heures, voilà, on avait pareil, abaisser le stop. Je pense que de nouveau, on peut encore abaisser le stop. Là, on est sur le fil du rasoir, pile poil. Pour l'instant, rien n'est fait. On bute sur haut de nuage, bas de range qui fait office de résistance.
Ça peut être un rebond technique avant d'accélérer de nouveau la baisse. Donc, pas de précipitation si vous cherchez des achats. Attendez au moins qu'on réintègre ce range. Pour l'heure, j'ai pas une belle bougie flux, j'ai pas une bougie directionnelle, j'ai bon sentiment d'un pullback ou d'un rebond technique. Donc là, pareil, je pense qu'on peut abaisser le stop, le mettre par ici, par là même, pas mal du tout. Ce stop loss, rester dans la position vendeuse. J'espère quand même que certains ont pris des bénéfices hier, abaisser le stop et viser une dernière jambe de baisse. Voilà, pour prendre un TP final par ici. Et déboucler la position de nouveau si grosse clôture à l'intérieur du range. Voilà. Voilà le plan sur le DAX qui est exactement le même que sur le 440. Le Dow Jones nous a finalement validé son épaule tête épaule. Et par conséquent, j'ai bien envie de mettre en place un plan vendeur. Voilà. Avec un stop loss ici. Ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus haut. Voilà, juste ici. Et donc forcément, je trouve aussi qu'on a une dégradation de la tendance. Voilà, l'épaule, tête-épaule est relativement belle, propre. On a accéléré à la baisse, on est venu combler le gap en fin de séance hier. Bon, pour moi, le plan est validé. Donc, envie d'être vendeur, mettre un stop loss au-dessus de notre zone daily. Voilà, on a une grosse zone ici qu'on a travaillé. Stop loss au-dessus de cette zone. Viser TP1 ici, BE et le TP2, ça va être compliqué d'aller chercher, étant donné que là, on a une zone intermédiaire très importante. Le TP2 est un peu plus bas, ça me paraît et ça va être costaud d'aller le chercher très clairement ce niveau, peut-être sur excès sur mèche, mais pensez peut-être à prendre sur un niveau intermédiaire. En tout cas, si on repasse en données horaires, effectivement, le TP1 est, selon moi, c'est facile à aller chercher, 34 200. Si on break ce niveau de support et la MM200, eh bien, mettre le stop loss ABE. Et derrière, aller essayer de chercher le niveau intermédiaire qui est par ici, et pourquoi pas sur mèche les 33 800. Bon, vous voyez, on est quasiment flat. Sur les futurs, on est flat, donc le TL est validé. On est sous notre zone, donc pareil, le stop loss, ce sera à peu près au-dessus de cette zone. Et effectivement, comme je vous le disais, on a quand même un gros niveau. Ouais. Voilà, prendre un bon gros TP par ici, sur 33 900, 34 000, très clairement, et se mettre à BE ici. Là, c'est vraiment un gros morceau, cette zone. Je vais enlever les chiffres pour épurer un peu le graphique. Donc, gros morceau ici. Prise de bénéfice importante, mise à BE du stop loss, et si on casse, voilà, c'est d'aller viser ce niveau un peu plus bas par ici, mais bon, j'ai moins de conviction très clairement pour me dire qu'on va clôturer en bougie ce niveau. On peut faire un excès sur mèche, donc voilà, pour l'instant, je vise ce niveau-là, pourquoi pas un peu plus bas, mais plus compliqué selon moi d'aller chercher l'objectif théorique. Quand je vois ce gros niveau qu'on a pas mal de fois travaillé ici, de nouveau ici, mais on a quand même fait de l'excès sur mèche, hein, vous voyez, donc c'est pas impossible, mais voilà, pensez vraiment à prendre un TP1 et pas être trop cupide en visant uniquement un TP2. L'euro-dollar, TP3 quasiment atteint. Bon, je vous disais, cette zone-là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'affiner un peu, de voir. Ouais. Ouais. Ouais, on est sur un niveau clé. Payez-vous, très clairement. Payez-vous.
On a quand même une belle oblique. Pas envie d'être acheteur maintenant. On peut aller chercher un peu plus bas. Vous voyez la zone que j'encadrais. Ce serait 1,0844 les plus bas. Et si je repasse en données daily, 1,0844, ça nous donne. C'est ça, c'est le bas de zone, c'est la zone chaude. Bon, là en données daily, apparemment l'oblique passe. Prenez des bénéfices. Hein, très clairement, pareil, il ne faut pas être trop cupide. Il y a eu un super trade de déclenché sur l'euro-dollar et quasiment eu plus de 200 pips en ligne droite. Tout dépendait un peu de votre point d'entrée. 210 pips, voire même 230. Donc c'est quand même un très beau trade. Fin du trade. Pour moi, fin de la position. Si certains veulent garder un reliquat, pourquoi pas, c'est pas interdit. Baisser le stop loss de nouveau. Mais voilà, on est dans une zone chaude. C'est pas le moment d'être vendeur sur les niveaux de support. Au contraire, on a une belle baisse. Je suis plutôt intéressé maintenant pour chercher un achat et me dire pourquoi pas un range. De nouveau un range. Voilà. L'idéal serait de retomber par ici. Potentiellement une divergence pourrait se former. On la voit ici en données 4 heures. J'aimerais bien une petite accélération sur les plus bas et qu'on valide une jolie divergence. Donc là, elle est en cours de formation. Vous voyez, pas validé. Donc, prudence sur les ventes. Il y avait voilà, l'opportunité de renforcer, c'était à la limite sur les indices, sortie de biseau. Maintenant, ici, les ventes, après une chute pareille, au contraire, on pense plutôt à prendre des bénéfices, à déboucler nos positions, à baisser le stop loss et à tenter de chercher un petit achat pour jouer un rebond. Voilà, ni plus ni moins. Je ne parle pas de reprise haussière. Là, je considère qu'on a tapé un seuil clé important, du moins qu'on est proche d'un seuil clé important, et qu'un rebond pourrait se mettre en place. Donc, pareil, si on valide cette divergence et qu'on a une réaction positive dans notre zone, proche de l'oblique, bon, je pense qu'on pourrait viser de nouveau les indices. Voilà le plan, mais pour l'heure, on a un micro-range qui est en train de se former, des signaux qui ne sont pas confirmés, donc pareil, pas de précipitation. On attendra au moins un joli chantier de retournement ou une bougie ou une confirmation de la divergence. Pareil, minute de la BCE à 13h30, attendre que la poussière retombe avant de prendre position sur l'euro-dollar. Le GBP-USD, une paire que je n'ai pas analysée depuis un bon bout de temps, en même temps il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu mou sur cette paire. En fait, je surveille le range. Voilà, je me dis qu'on a un range 4 heures qui est en train de se former. En données hebdo, bon, on a petit niveau de support par ici. Ouais, on est sur un petit niveau de support intermédiaire. C'est pas non plus un grand support. Pas grand chose à noter sur le GBP USD. Par contre, en daily, sentiment que la paire a peut-être envie de consolider. Bon, on est toujours dans un canal baissier, ça c'est sûr. On avait une petite divergence, c'est vrai qu'on avait évoqué la divergence à un moment donné. Certains l'avaient sûrement prise. Maintenant, on retombe. Je surveille le bas de range. Voilà. À mon avis, on a peut-être un range intéressant à trader dans les jours à venir. Donc, plutôt, voilà, je n'avais pas scanné cette paire depuis un petit bout de temps. Je sais que c'est une paire qui est pas mal tradée par les traders particuliers. Donc, histoire de cartographier un peu la paire et de mettre un plan pour les jours à venir si on vient taper le bas de range. Voilà. Scénario de trading range, à mon avis, sur cette paire, de stabilisation dans un range à l'intérieur d'un canal baissier. Donc pour l'heure, rien à faire, pas de changer de retournement. Le nuage, à mon avis, qui s'est bien mis à plat, exactement. Donc,
attendre les 1,35 si possible pour chercher un achat. L'AUD Yen, un plan vendeur qui m'intéresse sur cette paire. On est quand même dans une tendance haussière très forte, mais je note des éléments intéressants. Le premier, c'est la zone de résistance mensuelle, à mon avis. Ouais. On a une jolie zone de résistance mensuelle juste ici. Elle est assez large, mais elle est là. Voilà. Les petites mèches ici. Bon, j'aurais pu élargir en prenant la mèche haute. Pas mal de clôture ici. Là, ça a été bien travaillé. Et de nouveau, on a une zone mensuelle. On a eu une forte accélération haussière. Maintenant, en daily, on a une belle divergence sur zone. Donc là, pareil, n'est pas encore validé, à confirmer, mais on a quelque chose d'intéressant pour tenter une vente avec un stop loss au-dessus. Peut-être pas viser les 50%, surtout si on prend cette vague de hausse, ça me paraît un peu haut. Déjà les 23,6, ce serait pas mal. 23,6 et au mieux 38,2. Maintenant, si on achète en données 4 heures, pour l'instant, pas de vente tant que la MM50 n'est pas breakée. Très clairement. Vous voyez le rôle de la MM50 en tendance haussière, prise d'appui, ça repart, prise d'appui, ça repart, prise d'appui, fausse cassure, on n'avait pas vraiment de bougie flux, doji, boum, ça repart, prise d'appui. Donc là, on a une divergence, elle est en cours de validation. Néanmoins, on rajoute d'autres outils pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Elle peut très bien dysfonctionner, cette divergence. On a une forte tendance haussière, on est contre-tendance. Donc là, c'est un peu dans le but d'essayer d'attraper le point haut. Auquel cas, il faut quand même attendre la confirmation de plusieurs signaux. Donc, d'une part, la divergence, d'autre part, la cassure de la MM50. Voilà. Voilà, une belle bougie qui vient de me breaker ce niveau. Pour l'instant, ça tient. Je bute sur Kijun en parallèle. Donc, pas de précipitation. Et surtout, qu'on voit le job parfait qu'elle fait depuis maintenant pas mal de temps. Soyez patient de nouveau. Mais voilà un plan que j'ai noté sur zone mensuelle pour jouer un repli de marché, pas plus. Derrière, je chercherai à me repositionner dans le sens de la tendance. Mais là, j'ai bien envie de tenter un repli de marché pour viser un niveau de support. Donc, on fera le point d'ici demain, voir si ce plan a été validé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le gold. Le gold a bien résisté finalement, malgré les annonces de la Fed assez hawkish, qui se montre vraiment agressif dans sur sa feuille de route, en tout cas pour réduire le bilan et sur les hausses de taux. Donc le gold tient bien, malgré aussi la hausse des rendements obligataires qui a été assez folle cette semaine. On a eu quand même un mini rallye sur le taux à 10 ans et un métal jaune qui tient toujours bien son support à 1910. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On aurait pu s'attendre à pire, à un break des 1910. Effectivement, c'était ma crainte hier, juste avant les minutes de la Fed. Finalement, ça tient. J'essaye de cadrer ça peut-être dans un triangle, peut-être dans un range. Pour moi, on est dans un range plus que dans un triangle, très clairement. Bon, c'est cet oblique-là qui m'intéresse. MM50 qui remonte, Tenkan qui tient, bas de nuage, on va taper sur le nuage ici, vous voyez, 1925, donc on va quand même arriver sur une zone de convergence assez importante dans les prochains jours. Je reste toujours positif sur le gold, le plan acheteur est toujours en place, le stop loss est placé en dessous. Tant que ça tient, je continue de chercher des achats proches des 1910. Voilà.
La bougie de la semaine, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, très clairement. Open égale close, quasiment, clôture. Comme je vous le disais, il va falloir qu'on break un des deux niveaux. Donc, si possible, à la hausse, étant donné qu'on a un plan à l'achat sur le gold. Maintenant, il faut sortir de cet étau qui est la Kijun et la Tenkan. Donc, il nous faut une bougie flux. Pareil, peut-être que les minutes de la BCE vont un peu booster l'or, ce serait pas mal. Mais il ne se passe pas grand-chose. Pour moi, toujours dans ce range. Voilà, j'ai mis une petite oblique, autant l'oblique basse, je la trouve pas très pertinente, autant l'oblique haute un peu plus, je lui accorde plus de crédit déjà. Donc ce serait bien de breaker cette oblique pour aller chercher notre TP1. Voilà. TP1 ici, TP2 plus haut, en tout cas déjà aller prendre un TP1 là sera déjà bien. On verra ici ce qui se passe. Si on a un chandelier de retournement ou pas, ou au contraire une bougie fluide qui nous permettra de renforcer la position pour aller chercher l'objectif théorique. Mais bon, toujours dans une grosse phase un peu de stabilisation, on continue de végéter sur un gros niveau de support, MM50 qui remonte, on a une convergence très importante. Donc pour moi, tant que je n'ai pas une clôture de bougie sous ce niveau, eh bien je continuerai de chercher des achats pour viser une rotation complète des prix vers la borne haute. Voilà le plan qui n'a pas changé depuis ce début de semaine, finalement, et même depuis la semaine dernière, puisque le plan a été donné ici le 29 mars. Le Brent, on a pris un stop. Logiquement, le stop avait été financé, si je ne dis pas de bêtises. On avait quand même atteint l'objectif théorique. Donc, soit je vous avais dit de remonter le stop, soit de financer votre stop loss. Donc, sortie du trade, très clairement ici. On a cassé des niveaux importants. Et là, je suis moins fan maintenant de la dynamique. Le fait qu'on soit repassé sous la MM50, on a quand même une belle bougie qui a break. Bon, on retombe sur un niveau de support. J'attends de voir une réaction. On peut de nouveau avoir une réaction sur cette zone. Dans ce cas-là, celles et ceux qui cherchent des achats, attendez la zone. Voilà. Ici, on a vu une très belle réaction. Là, le marché retombe. On break la MM50. Ça, c'est vraiment un mauvais point, alors qu'ici on était quand même toujours au-dessus de la M50, là on se retrouve en dessous, donc plus prudent pour tenter un deuxième achat ici, sachant que la structure n'est pas totalement la même que là. Voilà. Donc j'espère quand même que certains d'entre vous avaient pris des bénéfices ici, ce qui a permis en tout cas de financer le stop loss. Et donc en finançant le stop loss, logiquement, zéro perte. Pas de gain, pas de perte. L'important en trading, c'est de limiter ses pertes. Donc là, retour sur le bas de zone. Bon, ça peut être intéressant, effectivement. Par conséquent, je l'attends un peu plus bas. Voilà. On revienne tester cette zone et qu'on ait un beau chandelier de retournement. Pour l'heure, on est un peu au milieu de nulle part. Donc le pétrole, comme je vous le disais, je travaille uniquement sur les zones et pas ailleurs. C'est trop volatile, le pétrole, actuellement. Trop soumis aux aléas des négociations sur l'Ukraine notamment. Donc, attendons les grosses zones clés pour se positionner de manière intelligente. Le light, ouais, pareil, le light, c'était surtout sur le light, le WTI qu'on avait mis en place un plan. Donc pareil, stop loss sous la zone est breakée quasiment. Donc j'espère que certains ont financé leur stop loss. Bon, le TP1 et le TP2, ce ne sera pas pour aujourd'hui finalement. Mais là, pareil, même constat, j'aime pas la bougie.
Sentiment qu'on a cassé quelque chose d'important. Voilà. On avait autant cette belle oblique, autant là la bougie, cassure d'oblique, cassure de résistance, de support, n'importe quoi, cassure de support, cassure de oblique, cassure de MM50, pullback. Peut-être qu'on va finalement venir combler ce gap. Hein, rappelez-vous, là on ne le voit pas avec l'oblique, mais il n'a pas été comblé complètement. Donc, auquel cas, il faudrait attendre les 92, voire 90 pour de nouveau payer. Bon, je reste à l'écart. Je trouve qu'on a eu une dégradation de la tendance et de la structure. Autant c'était encore très propre jusqu'à hier, autant là, j'aime pas. Voilà, bougie flux directionnelle impulsive, cassure d'oblique et même 50 support, sentiment d'un pullback. On a un gap à venir combler. La tendance se dégrade. Par conséquent, plus prudent maintenant sur les achats et je me dis revenir un peu plus tard pour aller chercher le bas de zone, enfin la prochaine zone. 90, 91, effectivement, on viendrait combler le gap. Et là, je serais de nouveau intéressé pour chercher un achat. Mais pour l'heure, on prend notre stop, c'est pas grave, ça arrive. Et on reviendra plus tard. Vous voyez, le gap, il est ici. Il n'a pas été comblé, ce gap-là. Donc, prudence. On peut très bien venir combler le gap avant de repartir une nouvelle fois. Donc, par conséquent, maintenant, si on est sous cette zone, j'attendrai patiemment un repli de marché significatif pour payer sur un niveau clé, à savoir le comblement du gap lié au début de l'invasion de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, le marché a une mémoire, toujours, et à mon avis, ce gap-là est bien parti pour être comblé dans les jours ou les semaines à venir. Les cryptos, bon, le BTC, c'est pas la joie, très clairement, effectivement, corrélé au marché action, impacté par le compte-rendu de la Fed. Le stop loss n'a pas été touché. Le stop loss reste quand même bien placé. Tout dépend si vous avez une gestion agressive ou une gestion plutôt prudente, bon père de famille. Je vous avais proposé deux niveaux de stop loss suite à la cassure ici et surtout au comblement du gap sur le futur. Donc l'entrée a dû se faire par ici pour certains, pour la plupart d'entre vous même, sur le comblement du gap. Ça tient. C'est vrai que c'est dommage qu'on soit repassé sous les 45 000. Ça ressemble à un bull trap. Ça renforce l'hypothèse du scénario qu'on soit dans un canal haussier. Ici, on a retracé 50% à mon avis. Ouais, c'est ça. On a fait les 50%. Bon, je vous cache pas qu'on a une dégradation un peu sur le BTC, de la dynamique et de la reprise haussière. J'aurais aimé qu'on ait une clôture, limite qu'on fasse un excès sur mèche, mais qu'on préserve le niveau de support. C'est quand même un niveau qu'on a travaillé pas mal de fois, qui est de nouveau breaké à la baisse. Ça fait une clôture hebdomadaire pour l'instant qui n'est pas top, dans le sens où pareil, on rebreak dans l'autre sens la MM50. Donc ça, la clôture hebdomadaire va quand même être importante. Si on peut remonter au-dessus de la zone, ce serait déjà un bon point. Là, effectivement, c'est pas encourageant pour la suite, très clairement. On reste toujours dans le plan acheteur. Pour l'instant, le stop loss n'a pas été touché. Effectivement, on a notre plaquette jaune. Maintenant, il faut une réaction immédiate du marché. Bon, rien n'est fait, mais effectivement, c'est pas non plus très positif, très clairement. Si certains attendent les 45 000 et souhaitent déboucler, c'est pas interdit. Je peux comprendre que certains veulent attendre un retour sur la zone.
pour déboucler leur position, sortir à 0, sortir à BE, ça peut être aussi une solution. Pour ma part, je vais garder quand même ce plan. Car sur l'Ethereum, c'est pas si horrible que ça, pour l'instant. En tout cas, sur le BTC, effectivement, c'est pas la meilleure configuration. Autant sur l'Ethereum, je trouve que on a sauvé les meubles. Voilà. Maintenant, sur le BTC, je prends mon mal en patience et je regarde si ma Kijun va faire le job ou pas. Voilà. Auquel cas, je pense que faudra de nouveau derrière viser les 48 250 et mettre son stop loss à plaquer. Et si certains se disent, bon, finalement, c'est un bull trap, vaut mieux déboucler la position, j'attends mon pullback ici sur la zone pour déboucler, c'est aussi une stratégie valable, qui a du sens, et je peux comprendre celles et ceux qui souhaitent déboucler leur position à break-even, car ils jugent qu'on a une dégradation de la structure et qu'on n'est plus vraiment sur un triangle et potentiellement un canal. Auquel cas, un retour vers la bande basse ne serait pas à exclure. Bon, deux plans, deux visions de marché. Pour l'instant, je garde la vision plutôt haussière, le biais haussier. Mais s'il faut ajuster le tir et modifier la feuille de route, eh bien, pareil, on verra ça dans les prochains jours. Par contre, c'est la clôture hebdomadaire qui va véritablement m'intéresser sur le BTC. Là, si on se fait une grosse mèche et qu'on clôture au-dessus de la zone, c'est globalement un bon point. Si on reste comme ça et qu'on clôture dimanche soir voilà, sous ce niveau, effectivement, je pense que je penserai à déboucler la position sur le BTC. Sur l'Ethereum, j'ai réajusté la zone pour le coup. Alors, on a pris le stop loss. Je l'ai supprimé parce que j'ai réajusté la zone. Mais le stop loss a bien été touché pour celles et ceux qui étaient sur en sortie de triangle. Hier, je vous disais que celles et ceux qui avaient payé le pullback ici, mettez-vous à break-even. Donc, j'espère que vous avez bien opté pour un stop loss à break-even. Le stop loss était placé juste ici. Donc, j'ai élargi ma zone, je l'ai retracé. Le stop loss était par ici. On s'est fait stopper à pas grand-chose, en gain, pour celles et ceux qui étaient positionnés ici, à break-even, pour celles et ceux qui ont payé ici sur le repli. Logiquement, j'espère que vous avez quand même pris quelques bénéfices. Peut-être que certains sont restés en position, c'est possible. L'objectif final, ça restait les 3675. Maintenant, j'ai réajusté ma zone. J'ai un peu retravaillé ma zone sur l'Ethereum en prenant voilà, ce niveau-là et ce niveau-là. Et les clôtures ici avec toutes les mèches. Donc j'ai un peu élargi ma zone. J'ai retravaillé le graphique en me disant, bon, j'ai pas envie d'être vendeur sur l'Ethereum, car pour moi, on est quand même toujours sur un gros niveau clé. Donc j'ai préféré élargir la zone. Pour l'instant, elle tient. Voilà pourquoi je reste un peu positif, si vous voulez, sur les cryptos. Sur le BTC, effectivement, j'ai pas une telle assurance sur le biais haussier, mais autant sur l'Ethereum. Encore une fois, les divergences, on a une petite divergence, elle a parfaitement fait le job, et ça reste positif. Voilà, si on doit reprendre la dernière vague de hausse, on fait les 38,2. Donc pour moi, en fait, il faut préserver ce seuil et ne pas repasser sous ce niveau. Sinon, ça pourrait remettre en cause la tendance journalière actuelle. Vous voyez, on a quand même une tendance journalière haussière. On est sur un repli et c'est le seuil à tenir pour garder la dynamique positive des dernières semaines, des derniers jours. C'est ce niveau-là. Effectivement, si on break ce niveau, je reverrai ma copie, mais pour l'heure, on est sur une zone. Donc je ne passerai pas vendeur tant que cette zone n'aura pas cédé en clôture de bougie.
Et là, en données hebdomadaires, c'est pas si horrible que ça. On est sur un pullback de la MM50. Peut-être erreur de ma part, effectivement, le stop loss, je l'ai peut-être mis un peu trop près. Peut-être que certains ne sont pas sortis, sont restés, auquel cas, bravo à vous. Peut-être une erreur de jugement de ma part sur l'Ethereum. J'ai peut-être remonté un peu trop le stop loss. Effectivement, il y avait cette MM50, j'aurais peut-être, bon, j'ai peut-être été un peu trop prudent, j'aurais dû réajuster ma zone avant. Erreur d'appréciation de ma part et mettre un stop loss en dessous, mais effectivement, là sur le BTC, on est sous la MM50 hebdo. Là, on est au-dessus, on est sur un pullback. Donc, je trouve que et au-dessus du nuage. Donc, effectivement, j'ai mal cadré ma zone, mal cadré le stop loss, tant pis. Mais on est prisonnier entre deux gros niveaux. Donc, le plaquis jaune qui est au-dessus, qui fait office de résistance, et MM50 bas de nuage. Donc, de nouveau, en fait, scénario de range. Voilà ce que je verrais bien, un micro-range entre ces gros niveaux techniques. Par conséquent, de nouveau, chercher des achats sur le bas de range. Voilà, la zone que je vois, plaquis jaune, zone basse, ici, range. Voilà le plan. Et peut-être que certains ont tenté l'achat. Effectivement, c'était pas un... Je vais quand même vérifier pour être sûr. Ouais, elle est validée. Juste ici. Bon, elle s'est validée durant la nuit. Belle bougie horaire à 3 h du matin. C'est encore possible pour les lève-tôt de la prendre vers 6 h. On a une divergence sur bas de range haussière. Donc pour l'instant, elle a l'air de fonctionner. C'est juste une divergence horaire, mais je ne passerai pas vendeur. Très clairement, je ne passerai pas vendeur sur, comme je vous l'ai indiqué, MM50, bas de nuage hebdo, qui forme un bas de range et un premier signal technique aussi encourageant en données horaires sur une zone qu'on a ajustée. Donc là, pour moi, ça tient. Mauvaise gestion de ma part en remontant le stop loss un peu trop haut, je pense. J'aurais dû réajuster ma zone pour mettre le stop loss plus bas. Mais là, je peux comprendre celles et ceux qui ont envie de tenter un achat, très clairement. Potentiellement un bas de range, une zone, une divergence haussière. Donc, tant que j'ai pas finalement un break de ces plus bas en clôture daily, je continuerai en fait de travailler le sens de la tendance daily, voilà, qui est à la hausse. Voilà les grandes lignes sur l'Ethereum. Mais effectivement, je préfère travailler l'Ethereum que le BTC. Le BTC, on n'a pas autant de signaux ou d'éléments, je dirais, aussi encourageants que sur l'Ethereum. On est repassé sous la zone, on a break la MM50 hebdo. Bon, sous-performance du BTC. Par conséquent, si vous êtes plutôt acheteur, allez sur les actifs qui surperforment. Et pour l'heure, l'Ethereum affiche une nette surperformance du BTC en préservant ses gros niveaux, ses zones, les seuils clés et en gardant toujours une dynamique daily positive. Voilà, donc une préférence toujours pour chercher des achats sur l'Ethereum. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.